en direct des antennes de CML 13 Télévision. Messieurs, dames, vous faites bien. Bienvenue à cette édition spéciale du 8 mars 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci pour la confiance que vous renouvelez à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Aujourd'hui, sur ce plateau spécial, nous avons le réel plaisir, messieurs, dames, de recevoir pour vous un sénateur honoraire. Il est aussi expert en développement, mais aussi consultant international, membre au sein du parti AVC. Avec lui, nous allons bénéficier sur ces plateaux de ses analyses pertinentes, de son savoir, ainsi que de son expérience étant que expert en différentes matières. Avec lui, nous allons réfléchir sur les thématiques retenues, messieurs, dames, notamment la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous nous questionnons sur le quid de la diplomatie menée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à ses jours. L'option militaire est-elle finalement la meilleure pour mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC? Aussi, vous savez, la démarche de prélats catholiques ainsi que de pasteurs de l'ECC visant justement à restaurer la paix au niveau national et de la sous-région est-elle salvatrice pour les RDC durant cette période? Parmi les thématiques, nous avons aussi retenu, on va aussi réfléchir sur le développement de la RDC. Comment est-ce qu'un pays aussi riche peut avoir une population pauvre? Comment cela s'explique? L'expert en développement va nous donner sa lecture de fait sur cette question. Et nous allons finir avec la gestion de la ville de Kinshasa. Vous savez, à chaque pluie qui tombe, les Congolais, enfin des Kinois, parce que nous sommes à Kinshasa, peinent à vaquer aisément à leurs occupations. Je l'ai dit de mon entame, c'est avec le sénateur honoraire José Lungwana Mbelo que nous allons réfléchir autour de différentes thématiques évoquées tout à l'heure. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Sénateur José Lungwana, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Très bien. Je ne suis pas seule, vous le savez, il s'agit bien sûr d'une édition spéciale. Je me fais accompagner de monsieur Nathan Kianza. Il est juste en face de moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame Tania. Bonjour à notre invité, monsieur José Lungwana. Bonjour. Honorable. Merci. Bonjour également à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Merci de continuer à rester fidèle à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Surtout, madame Tania, on vous a donné quand même la première de présenter l'émission aujourd'hui parce que c'est quand même le jour de la femme. Merci beaucoup pour l'honneur. Et j'en profite pour souhaiter une heureuse fête de droits de femmes à toutes ces femmes courageuses qui bravent la peur. Voilà, on entre dans les vifs du sujet. On va commencer avec la situation sécuritaire. On aimerait d'abord avoir votre aperçu sur cette crise. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont allées très rapidement avec justement l'occupation de la ville de Goma qui s'est étendue jusque dans la partie sud. Je parle bien sûr du le Kivu, sud Kivu justement. Votre lecture sur cette situation aujourd'hui, comment la RDC est-elle arrivée à ce niveau aussi rapidement? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré. Mais avant que je ne prenne la parole, je voulais aujourd'hui féliciter la femme. Parce que la femme aujourd'hui contribue énormément dans notre société. Et d'ailleurs, si aujourd'hui le Congo ne se porte pas bien, c'est peut-être parce qu'on n'a pas donné beaucoup plus de responsabilités à la femme. Okay. Et donc, ce sont de principes que nous ne respectons peut-être pas, mais que les jours que nous comprendrons que la femme a un rôle très important, non seulement dans la société, mais en politique, en économie, dans tout ce que nous faisons, si nous ne donnons pas la place qu'il faut à la femme, les échecs seront toujours au rendez-vous. Maintenant, sur le plan sécuritaire, avant d'y arriver, parlons de récentes nominations, justement parce que vous avez évoqué la femme, qui, si et seulement si elle jouait un rôle important dans ce pays, les choses seraient autrement. Un mot à placer. Je crois que le président de la République a choisi de remanier son cabinet, mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont revenus. Certainement, il a trouvé une collaboration qui était intéressante avec ces gens. Mais j'ai vu qu'il y a l'ambassadeur Gonda qui revient et
J'ai vu également Toussi Panou qui est arrivé. Et je vois, je voulais saluer évidemment Madame Nicole Bacha qui a été retenue. Et donc, il y a Aristote Mutombo, il y a pas mal de gens. Il y a Yannick Luntadila, que j'ai vu qu'il est revenu. Et j'ai vu également, il y a Claude Zinga, qui est mon cousin. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes. Je crois que le président l'a fait par rapport à ce qu'il a jugé depuis qu'il est à la tête. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient là depuis qu'il est de son entourage à l'heure actuelle. Dans beaucoup de cas, la sécurité est toujours importante. J'ai vu qu'il a maintenu Jacques, son frère, pour des raisons de sécurité. Je ne vois pas à redire. Mais je pense que ces gens-là qu'il a choisis ont des compétences, ont de l'expérience. Mais lorsqu'on vous donne une responsabilité, on attend des résultats. Je ne voudrais pas applaudir sans avoir des résultats. Mais je dis tout simplement félicitations, parce qu'ils ont été choisis parmi centaines de millions de Congolais. Bon, félicitations pour eux. Mais le travail doit justifier les nominations qu'ils ont eues. Donc, on aura le temps. La plupart des gens qui sont là, c'est des gens que je connais. Nous aurons le temps d'en parler. S'ils ont besoin de nous, on sera là pour les aider. Mais pour le moment, nous attendons des résultats. Mais je crois également que le président, dans ces conditions, vous savez, il y a beaucoup de traîtrises dans notre pays. Donc il faut resserrer le cabinet, choisir des gens qui pourraient être loyaux, des gens également qui pourraient avoir, au-delà de la loyauté, la compétence. Donc voilà à peu près, mais le reste, c'est l'avenir qui nous dira si ils ont été bien choisis ou non. Alors la présence de sa fille fait un peu débat. Non, je n'en vois pas. Je ne vois pas. Elle est congolaise. Si elle a les compétences qu'il faut, pourquoi pas. Être la fille de quelqu'un ne voudrait pas dire être puni ou handicapé. Être la fille d'un président ne doit pas être un handicap. Donc ce n'est pas... c'est vrai que dans beaucoup de pays, cela ne se fait pas de la même... Mais nous sommes au Congo. Chaque pays a ses pratiques. Moi, je n'en vois pas. C'est d'ailleurs quelquefois très bien parce que c'est sa fille qui peut lui dire des choses que d'autres ne peuvent pas oser lui dire. Parce qu'il y a aussi une question, c'est que le président de la République a beaucoup de pouvoir, beaucoup de collaborateurs choisissent d'accompagner le président dans ses idées. Alors qu'ils sont conseillers, c'est eux qui doivent apporter leur savoir auprès du président de la République pour que le président aille sur un chemin qui permet d'obtenir des résultats. La fille du président pourrait être un atout. Ok, au Congo, de toute façon, rien ne peut se faire sans que les gens puissent trouver quelque chose à redire. C'est lui qui a pris la décision. S'il a estimé que c'était la personne qu'il fallait, eh bien, c'est fait. Tout ça ne pourra être jugé qu'au finish, lorsque vous avez les résultats. Peut-être qu'elle sera efficace. On n'en sait rien. On ne peut pas juger avant. Ce qui est important, c'est que, en étant sa fille, elle a beaucoup plus de responsabilités, parce qu'échouer voudrait dire que le papa a mal choisi. Et que ce serait alors à ce moment l'occasion pour que les gens qui ont toujours quelque chose à dire puissent alors tirer des missiles. Mais pour moi, je n'ai rien à dire. Quand on choisit, vous devez savoir, c'est son cabinet. C'est à lui de choisir. Ce n'est pas quelque chose qui... c'est pas un processus sélectif. Très bien. Donc c'est lui qui choisit ses collaborateurs. S'il est plus à l'aise avec sa fille, pourquoi pas? Très bien. Alors, Nathan Ganza? Très bien. Avec moi, je vais directement aller dans le vif du sujet, honorable. À ces jours, l'insécurité dans la partie est de notre pays, comment vous analysez cela?
Est-ce que la légèreté de la part de nos autorités? Est-ce que c'est vrai la traîtrise, comme Madame Tanela a évoqué? Comment vous voyez cela? En fait, aujourd'hui, je dois vous dire que ce problème, pendant que j'étais au Sénat, nous l'avons également examiné. Moi, j'étais pendant la période 1+4, pendant la période transitoire, dans la période de transition. Je suis quelqu'un qui suit les informations et pour des raisons quelquefois professionnelles, je suis amené à travailler sur des questions sécuritaires. Donc je connais très bien. Malheureusement, je ne pourrais pas accuser l'actuel régime, quand bien même l'actuel régime a aussi ses faiblesses. En fait, aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas régler le problème intelligemment. Parce qu'il faut connaître d'où vient notre pays pour qu'aujourd'hui, 30 ans après, la guerre ne finit pas. Si nous faisons très bien la lecture, nous allons comprendre que ce problème vient de tellement loin. La nature même de notre indépendance. Vous devez savoir que notre pays a connu l'esclavage. Mais quand on est parti de l'esclavage pour la colonisation, eh bien, lorsque l'Afrique a été partagée comme un gâteau, eh bien, toutes les puissances, aujourd'hui, toutes les puissances colonisatrices avaient choisi de garder la RDC, notre pays, comme un bien commun. Ne l'oublie pas, les Anglais, les Français, les Espagnols, tous ont des yeux rivés vers le Congo. Ils ne nous laisseront jamais en paix. J'ai un ami, un rabbin juif, qui il y a pas longtemps m'a appelé pour me dire que vous ne comprenez pas la nature même de la guerre qu'on vous fait, vous ne comprenez pas. Votre pays, au regard de ses richesses, vous le gérez simplement comme un pays normal. Alors que vous êtes devant un pays hyper riche. Toutes les réserves que le monde devrait utiliser dans l'avenir se trouvent chez vous. Et vous n'en faites rien. Et vous pensez que le monde restera muet et puis ne fera rien. Ils viendront un jour vous le prendre par la force. Ok? Et donc, c'est déjà depuis de très longues années qu'on aurait dû prendre toutes ces dispositions. Mais je peux vous dire que notre pays s'affaiblit aussi par le fait que, sur le plan interne, nous-mêmes, nous n'avons pas de cohésion. Depuis l'époque de Kasavubu, les Congolais ont toujours vécu comme vous êtes en train de voir, toujours divisés, antagonistes. Ça a toujours été comme ça. De loin, hein, les gens peuvent vous dire, mais d'ailleurs, si Lumumba est mort, c'est à la suite d'une crise entre lui et le président Kasavubu. Ils se sont neutralisés. Et c'est ce qui a permis que Mobutu vienne prendre le pouvoir. Bien entendu, la prise de pouvoir de Mobutu, aujourd'hui encore, si nous ne voulons pas piocher, malheureusement, on laissera cette question. Mais si vous regardez très bien, entre Mobutu et Kasavubu, il y a eu passation de pouvoir. Il y a eu remise et reprise. C'est la première fois. C'était pas un coup d'État. C'était un coup d'État. Ok? Tout le monde a dit que c'était un coup d'État. Mais c'est une question que nous devons regarder un peu autrement. Parce qu'il y a eu remise et reprise. Et je ne vois pas dans un coup d'État qu'on puisse réaliser cela. Mais je ne suis pas historien. Les historiens doivent quand même nous expliquer comment cela est arrivé. Parce qu'il y avait une crise. Est-ce qu'il n'y a pas eu entente entre les deux personnes? Ok? C'est une question qu'un jour nous devons élucider. Mais il est inutile que nous puissions perdre du temps sur cette question parce que c'est une question lointaine aujourd'hui. Mais notre pays subit aujourd'hui ces injustices depuis très longtemps. Parce que lorsque le Congo
a accédé à l'indépendance, la plupart de ce pays avaient choisi de nous amener dans une situation où nous ne serons jamais libres. Lorsque le Congo veut acheter des armes, ça a toujours été une question mondiale. Et donc, vous n'avez pas aujourd'hui un pays organisé par le fait de notre faiblesse, mais aussi parce qu'on nous accompagne dans le désordre. Mais nous devons avoir notre propre responsabilité, parce que notre capacité d'organisation est tellement faible que nous ne pourrons pas faire face à toutes ces menaces si demain nous ne changeons pas de comportement. Vous voyez? Eh bien, prenons tout simplement que en 2006 ou en 2094, lorsque les génocides rwandais s'est perpétré au Rwanda, la première grosse erreur, c'est que nous avons permis des Rwandais qui sont venus dans notre pays, ok, armes et bagages, ils sont rentrés parce que la pression était là. Mais on aurait dû désarmer toutes les forces qui rentraient. Nous ne l'avons pas fait, nous payons les prix aujourd'hui. Dans toutes les parties de là, vous estimez? Mais c'est un des points, parce qu'il faut regarder le contexte au niveau international. Même si on a fait pression à Mobutu à l'époque, mais nous avions le devoir de vérifier ces gens-là rentrent avec des armes ou non. Sur le plan humanitaire, nous étions obligés d'ouvrir nos frontières pour protéger ces populations. Mais il est arrivé que ces gens-là sont arrivés avec leurs armes aussi. Et jusqu'aujourd'hui, notre pays n'est plus en sécurité. C'était la première erreur. Mais aussi après, est-ce que nous avons pris les dispositions pour que les réfugiés qui sont arrivés avec leurs armes, que nous puissions les contenir et les désarmer? Mais le Rwanda est venu jusqu'au Congo tuer des Rwandais qui sont venus se réfugier au Congo. Il y a eu des millions de morts. Mais tout ça, sur le plan international, le Rwanda a bénéficié du fait de ces génocides. Le Rwanda, il faut dire, a bien vendu ces génocides. Parce que le monde entier, quand vous regardez le nombre de pays et qui arrêtent leur coopération à cause de cette guerre, vous vous dites que ce pays recevait des millions et des millions de dollars. C'est peut-être ce phénomène qui l'a saoulé pour venir encore nous attaquer une fois de plus. Mais aussi dans la partie congolaise. Vous voyez notre légèreté. Nous sommes capables, pour des raisons d'égoïsme, pour l'argent, nous sommes capables de trahir notre pays. Combien de Congolais, en commençant par celui qui a organisé les élections dans notre pays, à cause de l'argent, vous ne pensez quand même pas qu'il le fait pour notre bien? J'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Il le fait pour lui, pour des raisons personnelles. Et non, nous pouvons dire que ce sont de mauvaises raisons qui l'ont poussé à s'allier au Rwanda. Parce que si vous regardez très bien, cette guerre, même les attaques de Rwandais, ça fait un moment. On a vu Bunagana tomber, on a vu pas mal les Kiwanja, tout ça, c'est tombé. Mais il n'y avait pas intensification des attaques. Lorsqu'ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait, évidemment, congoliser l'attaque, congoliser la rébellion, ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait au moins servir. C'est à ce moment-là qu'ils ont mis les moyens, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent dire c'est un problème congolais. Lorsqu'ils ont trouvé Corneille Nangaa. Lorsqu'ils ont pris Corneille, eh bien, ils ont trouvé que la personne était idéale. Pourquoi? Parce que Corneille Nangaa a géré la CENI. Et donc, c'était une grande personnalité. Alors, honorable, je voudrais bien savoir, est-ce que vous pensez que c'était une erreur pour le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de pouvoir commencer par tisser de bonnes relations avec Paul Kagame, qu'il qualifia à cette époque de partenaire privilégié, sincère,
signé des accords économiques avec le Rwanda. Est-ce que c'était une erreur pour le président Tshisekedi au regard de tout ce que vous avez même étalé sur ce plan? Je dirais oui et non. Justifiez-vous. Voilà, donc je vais vous dire non, parce qu'un président qui vient d'arriver au pouvoir, il cherche à nouer des bonnes relations avec les voisins. Et c'est qui ce voisin pour Kagame? Voilà, donc, mais ça reste que c'est un voisin. Il ne faut pas seulement regarder Kagame comme ça, mais c'est le président du Rwanda. Ok? Donc ça reste un voisin. Mais là où je dirais non, c'est parce que nous avons quand même une histoire avec Kagame. Kagame nous attaque depuis 30 ans aujourd'hui. Donc, nouer des relations avec une personne de ce genre-là, avait quand même, il fallait quand même un certain nombre de choses, il fallait vérifier un certain nombre de choses. Mais si à l'époque il avait donné de gages de bonne foi, on pouvait essayer d'aller dans ce sens-là. Mais si le président de la République à l'époque avait de très bons collaborateurs, on aurait pu les persuader de ne pas aller de cette façon-là. Il avait de mauvais collaborateurs au début. Mais ça, on le sait. Mais pendant ce temps, il y avait un Vital Kamere qui était le directeur de cabinet. Bon, moi, je ne parle pas les noms de personnes, mais globalement, on juge l'action. Si nous arrivons à un échec, cela voudrait dire que vous n'avez pas eu les bonnes stratégies. C'est les résultats qui comptent. On peut parler de Kamere ou de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, dans le cabinet, vous avez des gens qui sont spécifiquement pour la diplomatie ou la sécurité. Chacun a son domaine d'activité. Donc, je ne pourrais pas... Kamere était directeur de cabinet. Et donc, il a beaucoup de collaborateurs. Est-ce que le travail a été fait correctement? Non. Je ne pourrais pas dire oui, parce que les résultats, au finish, n'ont pas convaincu. Parce que, à l'époque, on pouvait dire que nous n'avions pas... on avait des groupes armés qui sévissaient encore à l'Est. Mais nous n'avions pas aujourd'hui une attaque aussi d'ampleur, aussi importante qu'aujourd'hui. Donc on peut dire, face à cette situation, qu'il y a eu une préparation de ce régime face à cette situation. Bon, d'abord, moi, je pense que j'étais parmi les premiers à écrire au président. Je lui ai écrit, je ne sais pas s'il a lu, mais j'étais le premier à lui écrire pour lui dire que notre armée, n'est pas organisée. Et donc nous devions chercher le moyen à réorganiser les choses par des réformes capables de redynamiser une armée comme les FARDC. Je lui ai écrit également pour lui dire que notre pays a besoin d'une conférence nationale sur la reconstruction, le développement et la paix pour que nous puissions regarder chaque question, y compris le problème de l'Est. On avait le droit, à l'époque, nous n'étions vraiment pas en guerre, et les moyens étaient là. Donc on pouvait profiter du nouveau régime qui s'installait pour que nous puissions donner un nouvel élan à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de notre pays, c'est depuis 60 qu'on fait la même chose. Si de 60 à 65, on n'a pas réussi et que nous faisons la même chose aujourd'hui, eh bien l'échec sera au rendez-vous. Si pendant la période de Mobutu de 65 à 97, eh bien si nous n'avons pas eu des résultats, parce que nous avons fait la même chose. Si aujourd'hui nous faisons la même chose, même la période qui a concerné le président Joseph Kabila, eh bien nous avons joué le même jeu qui n'a jamais donné de résultats. Nous avons continué sur cette voie. Les développements, madame, c'est quelque chose de tellement compliqué que si nous voulons aujourd'hui jouer pieds nus, nous n'y arriverons pas. C'est une question de professionnel. Madame, le développement, c'est la satisfaction de besoins de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous connaissez les besoins de cette population? Vous ne connaissez pas. Mais vous voulez parler de développement.
Eh bien, moi, je ne viendrai pas sur ces plateaux formuler des critiques sans apporter au moins quelques conseils. J'ai des choses à dire que si vous ne m'écoutez pas, si vous ne me suivez pas, si vous négligez comme nous avons l'habitude, c'est dans notre ADN aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas, le Congo restera pauvre. Alors, Honorable, vous aviez écrit au président de la République pour lui dire qu'il fallait réorganiser l'armée, restructurer l'armée. Est-ce que vous vous êtes posé la question, si seulement il vous a lu, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça, votre message allait en contradiction avec le propos du président? Parce que lui-même a dit, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a trouvé une armée structurée, organisée, laissée par Joseph Kabila. Est-ce que c'était pas en contradiction avec la pensée du chef de l'État, raison pour laquelle peut-être qu'il ne vous avait pas lu? Vous devez savoir être président de la République dans des conditions. Quand il arrive au pouvoir, il a fait une remise et reprise avec son prédécesseur. On ne commence pas directement par tirer sur son prédécesseur. Il faut savoir également que c'est son partenaire au gouvernement. Donc on ne dit pas des choses, quelquefois c'est pour embellir la situation. Mais la réalité est têtue. Est-ce que vous n'avez pas dans vos archives où le président parle de la police et de l'armée différemment, autrement? Mais c'est parce que à chaque scène politique, il faut un dialogue adapté. Il faut une communication adaptée. Il faut une réponse qui soit à la taille du problème. À l'époque, lorsqu'il a dit ça, il était partenaire de Joseph Kabila. Et donc, à l'époque, nous avions ce tandem FCC Cash qui gérait le pays. Est-ce que c'était le moment de se faire la guerre à ce moment-là? Non. Je ne crois pas qu'il l'a dit en âme et conscience. Il n'avait pas encore la situation claire. Il pouvait le dire par rapport à ce qu'il voyait. Mais quand tu rentres dedans, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte. C'est que il y a des très bons militaires. Cette guerre, nous la gagnerons d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons aujourd'hui regarder que beaucoup de militaires ont failli. Beaucoup ont versé dans la trahison. Beaucoup. Et le président de la République lui-même l'a dit. Mais pourquoi on est arrivé à cela? La chaîne de commandement pouvait anticiper. Mais moi, je te dis, ou je vous dis, l'organisation de l'armée congolaise ne pouvait pas faire face à des gens disciplinés, organisés, motivés, lorsque chez nous, vous avez des traîtres qui détournent les moyens qu'on donne. Vous pouvez imaginer que le président de la République a parlé de l'argent détourné. Vous pouvez imaginer que nous sommes en guerre. C'est de notre pays qu'il s'agit. Est-ce que vous imaginez que c'est tellement grave? Pour moi, ces gens-là doivent être condamnés à mort. Ceux qui ont, vous pouvez imaginer, détourné l'argent qui allait vers les gens qui se battent. Comment voulez-vous? Vous n'avez pas de ration, vous n'avez... Parce que quelqu'un a tellement besoin d'argent qu'il préfère que notre pays disparaisse pour qu'il soit riche. Et que ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu quelqu'un qu'on arrête. Vous voyez, le président de la République doit être ferme vis-à-vis de tous ceux qui jouent avec l'argent de l'État. Et dans ce cas-là, c'est sur le plan sécuritaire. Vous pouvez imaginer que cette faiblesse a fait tuer des milliers de Congolais. Mais aujourd'hui, l'argent de l'armée détourné, le gouvernement à l'heure actuelle fait un don à son armée. Cette situation, enfin, déjà ceux qui ont détourné cette somme d'argent ne sont encore justement pas totalement, tous pas totalement identifiés, arrêtés, ainsi de suite. Donc c'est une situation qui démontre un peu une sorte de légèreté, on va dire comme ça, nous avons, vous savez, nous sommes en guerre,
malheureusement, nous n'avons pas la liberté de parler librement de tout ce qui s'est passé. Nous serons toujours regardants sur nos propos. Mais il faut clairement condamner l'organisation, la traîtrise et tout ce que nous avons vu comme... C'était des scènes... Qu'est-ce qui a manqué au régime justement d'organiser et de traiter cette question durant 6 ans de mandat? La question du traîtrisme, l'organisation de l'armée, la restructuration. Madame, vous savez, quand on veut présenter un gouvernement, les gens se battent pour figurer sur la liste des ministres. Il n'y a pas que le ministre de la Défense, il y a tellement de gens qui aujourd'hui jouent sur la question sécuritaire que nous devons aujourd'hui juger les résultats. Les gens se battent pour arriver, lorsqu'ils arrivent au gouvernement, lorsqu'ils prennent fonction, c'est là que nous nous rendons compte qu'à ce moment-là qu'ils se posent des questions. Vous voyez? Donc le choix a beaucoup joué sur la faiblesse de notre pays et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui nous laisse quand même perplexes. Est-ce que ce gouvernement, sur le plan sécuritaire, a un bilan positif? Non, non, vous ne pouvez pas parler d'un bilan positif lorsque vous êtes occupé. Vous savez, ce n'est pas... Moi, je vois beaucoup de gens, même qui passent sur cette chaîne, soit pour condamner, d'autres pour défendre. Ce n'est pas... En fait, ceux qui condamnent sans donner des solutions, malheureusement, c'est inutile. Mais ceux qui viennent juste pour applaudir, ils affaiblissent le président de la République. Nous devons savoir lui dire, si ça ne marche pas, vous devez savoir lui dire, parce qu'il ne s'agit pas d'un pays qui appartient au président de la République. Nous sommes tous héritiers de ce pays. Et chacun doit pouvoir donner le meilleur de lui pour aider le Congo à se relever. Et donc aujourd'hui, madame, cette guerre dure depuis 30 ans. Ok? Dès que le président avait pris le pouvoir, si j'étais son conseiller, ok? Puisque moi j'ai pris le temps de lui écrire en ce moment-là que monsieur le président, ce n'est pas après, c'est maintenant qu'il faut réorganiser l'armée parce que cette armée n'est pas efficace. À ce moment-là, n'était pas efficace. Parce qu'on voit très bien des généraux qui sont devenus des commerçants. Comme à l'époque de Mobutu. Ok? La chute de Mobutu est liée au comportement des officiers. Ils étaient tous devenus des affairistes. Oubliant que la sécurité, on ne joue pas. Mais quand vous allez au Rwanda, nous avons eu l'occasion d'aller dans ce pays. Vous voyez quand même que l'armée était disciplinée. Mais face à cette armée, comment nous nous sommes comportés? Déjà que vous pouvez imaginer, il y a des Congolais qui aiment tellement l'argent qui ont détourné les moyens qu'on donne. Le président de la République peut donner les moyens parce que c'est lui le commandant suprême. Mais si les collaborateurs ne peuvent pas gérer cet argent correctement, il a une part de responsabilité, mais nous aussi, en tant que Congolais, nous avons nos responsabilités. Nous sommes des associés dans ce pays. Et donc, aujourd'hui, vous ne devez pas jeter toutes les pierres auprès du président de la République. Mais c'est lui, malheureusement, qui est le patron de ce pays. Il en paye le prix. C'est normal. De sa prise du pouvoir, le président de la République a beaucoup plus mis l'accent du côté diplomatie. Est-ce qu'il aurait d'abord dû s'épancher sur la restructuration de l'armée plutôt que d'activer sa diplomatie comme il a? Votre première proposition était la réponse. Vous ne pouvez pas préparer diplomatiquement la guerre. On prépare d'abord sur le plan des effectifs. Il faut former, il faut s'armer, il faut organiser, il faut apporter toutes les réformes qui permettent à ce que nous ayons une armée dissuasive, une armée qui soit capable de persuader l'ennemi
de ne jamais approcher nos frontières. Mais nous avons, évidemment, beaucoup de gens parlent du brassage, de tout ce que nous avons eu comme... Mais vous est venue cette proposition. C'est d'abord les Nations Unies. Nous sommes allés au dialogue intercongolais. Eh bien, c'était globalement ensemble que nous avons pris cette décision. Parce que vous aviez les Jean-Pierre Bemba qui avaient des troupes, vous aviez également le RCD. Tous ces militaires-là, on allait en faire quoi? Ok? La décision a été prise globalement. Mais maintenant, lorsque on a intégré, d'autres sont restés loyaux vis-à-vis des gens qui ont, évidemment, qui les ont formés. Mais d'autres étaient également des pions introduits dans notre armée pour que nous puissions avoir une armée faible. Et donc, on avait une obligation de créer une nouvelle armée. Cela est possible, de créer une nouvelle armée pour que nous puissions filtrer les gens qui y rentrent. Et d'autre part, nous avons des erreurs, c'est que nous avons donné des armes à tous les militaires qui se promènent avec. Vous voyez? Et donc, c'est des faiblesses que nous ne dévions pas à l'époque. Et je vais vous donner également d'autres éléments qui, pour moi, sont des faiblesses pour une armée. C'est que nous avons nommé à chaque fois des personnes qui n'ont pas réussi à organiser cette armée. Mais ils sont restés longtemps sans que nous puissions renouveler en tout cas leur mandat ou alors de leur donner congé de l'armée. Vous voyez? Mais nous sommes aujourd'hui au front, il y a 20 ou 30 000 personnes qu'on a envoyées. Mais l'armée est composée de combien de personnes? De 160 850 militaires. Vous en avez envoyé 20 ou 30 000. Et les autres font quoi? Quand on commence par la mobilisation, qui on doit mobiliser en premier? Ce ne sont pas ceux qui ont déjà été formés, qui sont dans l'armée depuis longtemps, ceux qui ont déjà l'habitude de ce genre de choses, ceux qui sont payés par l'argent public pour être militaires. On doit commencer par mobiliser ces gens-là. Parce que les autres prendront quelques mois pour les former et encore, ils ne seront pas encore suffisamment aguerris pour aller en guerre. D'autre part, nous avons trop compté sur les amis de la RDC pour que nous puissions vaincre cette guerre. Mais parce que vous parlez des amis de la RDC, je voulais même vous poser cette question, parce que vous avez dit dans l'entame de cette émission que notre pays subit de l'injustice depuis très longtemps. Oui, les amis de la RDC, voire le président Félix Tshisekedi faire adhérer la République démocratique du Congo dans l'EAC, chose que les opposants ont refusé carrément, catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que l'EAC, c'est un groupe de Tutsis qui se connaissent entre eux, et qui pourront davantage trahir facilement la RDC. Est-ce que c'était une erreur pour le président de la République? Non, je suis désolé. On ne doit pas aujourd'hui rechercher l'origine de la guerre par notre adhésion à l'AEC. Non, non. La guerre existe depuis de très longues années. L'EAC n'existait pas. Ok? Quand on adhère dans une organisation sous-régionale ou régionale, eh bien, c'est pour rechercher toujours la paix entre nous. Il n'y a pas une organisation qui prône autre chose que les bons vivre entre les peuples. Mais il faut tout simplement savoir que dans l'EAC, vous aviez beaucoup de pays qui n'étaient pas en bon terme réellement avec les Congolais. C'était connu, le président de la République okay. C'était que le pays puisse adhérer. Est-ce qu'il aurait... Peut-être qu'il avait... Et surtout que là, la majeure partie de ces pays parlent anglais. C'est presque la langue La langue n'est pas une barrière.
La langue permet également que nous puissions nous comprendre. Mais c'est la partie congolaise qui n'a pas bien joué sa partition. Vous savez là où vous allez, vous devez vous armer pour que vous ne soyez pas les dindons de cette affaire. Or, aujourd'hui, quand vous prenez les Tanzaniens, tout ce pays-là, les Kenyans, sont venus. Est-ce qu'ils étaient de bonne foi? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, l'intensification de la guerre, quand vous regardez, Nanga a eu facilement un séjour en Ouganda, au Kenya, partout ils sont passés, alors que ce sont nos amis qui permettent ça. Normalement, nous, aujourd'hui, en tant que pays africain, où nous sommes, nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un vienne déstabiliser un autre pays à partir de notre territoire. Et les autres devraient le faire. A créé l'AFC au Kenya. Voilà. C'est l'armée ougandaise qui entre dans le sol congolais comme ça et nous attaquer. Alors aujourd'hui, ce sont des menaces du fils de Museveni. Aujourd'hui, quand vous regardez, ça devient une situation difficile. Vous avez des Rwandais qui sont venus, qui sont répartis, qui sont venus, et les Ougandais, les Tanzaniens. C'est finalement une région, parce que ce que vous devez savoir, c'est que notre pays, aujourd'hui, est convoité par tous. Mais que l'homme blanc, aujourd'hui, n'aime pas se présenter lui-même. Il passe par nos propres frères pour obtenir ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, c'est le Rwanda, peut-être encore l'Ouganda, mais demain, ce sera un autre pays. Si nous ne savons pas sécuriser nos frontières, malheureusement, nous allons avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, ce qui affaiblit plus notre pays, c'est que vous trouverez difficilement des gens qui peuvent travailler honnêtement pour notre pays. C'est déjà ça le problème. Quand vous regardez tous les mois, nous entendons des détournements. Cela veut dire que nous sommes inconscients de ce que nous sommes. Vous savez, quelqu'un m'a dit, Monsieur Lungwana, vous n'agissez pas à la taille de votre pays. Vous ne pensez pas qu'un pays aussi vaste que le Congo est riche, que vous veniez avec de comportements de pays pauvres, alors que vous devez être beaucoup plus intelligent, parce que vous avez une manne que Dieu vous a donnée gratuitement. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer, madame, que nous sommes le pays potentiellement le plus riche au monde. Je suis certain que beaucoup de Congolais ne connaissent pas réellement le potentiel de ce pays. Madame, j'ai été le consultant qui a amené Soko lorsqu'on a découvert le bloc 5, lorsqu'on a découvert le pétrole dans le bloc 5. J'étais celui qui négociait avec le gouvernement congolais pour que nous puissions exploiter. Parce que notre pays est champion des occasions manquées. Nous avons le plus gros gisement au monde, le plus gros gisement d'Afrique. Nous l'avons dans notre pays. Il y a 8 milliards de barils à l'époque. Si on était intelligent, en exploitant ce pétrole-là, avec de grosses firmes, ça rendait cette partie du pays sécurisée. Les moyens auraient été énormes. Et personne n'allait continuellement nous attaquer. Alors, nous avons passé des moments à discuter de cette affaire, mais malheureusement, donc il y a tellement de choses à dire qu'aujourd'hui, si la RDC, je parle de choses qui se sont passées il y a très longtemps, mais que le président Félix a hérité des situations qu'il ne connaissait pas et que les collaborateurs qu'il avait ne connaissaient pas. Et ça a fait beaucoup de mal parce que plus tard, il découvre qu'il y a tellement de choses qu'il ne connaissait pas. Et bon. Alors aujourd'hui, le dialogue sincère des vérités s'impose entre Congolais. Madame, je vais vous décevoir. Vous pouvez faire des millions de dialogues. Si ce sont des dialogues juste pour que les hommes politiques se retrouvent et règlent leurs problèmes, là, vous avez échoué encore. C'est là que je dis, madame, si nous voulons réussir le Congo de demain, c'est de ne pas faire des choses juste pour découvrir quelques cas en
en grattant un peu, c'est d'aller en profondeur. Qu'est-ce que vous allez résoudre? Si vous vous retrouvez entre professionnels politiques, je voudrais dire, des gens qui ont la pratique de la politique au Congo, ça a résolu quoi? Même la conférence nationale n'a rien résolu. C'est là le problème. Parce que la conférence dont moi je vous propose réglerait tous les problèmes. Vous voyez? Vous voulez aujourd'hui réussir le développement, ou vous voulez arrêter cette guerre. La solution, c'est toujours la population. Vous voyez? Si vous n'avez pas compris, le Congo est un pays immensement riche. La solution ne se trouverait pas entre acteurs politiques, non, mais auprès de la population congolaise. C'est là le problème. C'est que vous êtes habitués à organiser des conférences entre politiciens où il n'y a pas de résultat, que vous trouvez que c'est le seul moyen. Mais c'est le seul moyen d'appauvrir encore davantage notre pays. Si vous n'avez pas compris, toute main-d'œuvre vient de la population. C'est la population qui donne les hommes politiques qui sont au pouvoir. C'est la population qui donne les hommes politiques qui sont à l'opposition. C'est toujours cette même population qui donne la main-d'œuvre militaire, policière. Toute main-d'œuvre vient de la population. Comment voulez-vous réussir un processus sans la population? C'est ça qui a appauvri notre pays. C'est que vous voulez aujourd'hui, vous voulez développer ce pays pour qui? Si c'est pour la population, cette population doit être également partie intégrante du processus qui conduit notre pays de la pauvreté vers la prospérité. Mais honorable, parce que nous parlons du dialogue, vous réfutez, c'est vrai, mais le dialogue tout en incluant justement le Congolais qui ont touché les armes contre la République, est-ce que ça ne sera pas une solution? Mais c'est là que je dis, réfléchissons. Vous appelez Nanga et tous les restes, ok? Vous faites un dialogue, ça réglerait quel problème? Vous voulez dire que cela réglerait le problème de la sécurité à l'Est? Non, parce qu'il viendrait avec des objectifs qui ne cadrent pas avec le développement de ce pays. Non, c'est d'ailleurs là qu'il faut refuser. Le dialogue que nous voulons, c'est une conférence qui prend en compte, 1, le peuple, 2, l'État congolais. Ok? Vous ne pouvez me viser que la population pour justifier un développement. Autrement, je n'ai jamais... Vous devez savoir, mon cher ami, c'est que quand vous parlez de développement ou de pays qui vivent en sécurité, ça existe. Mais comment ces pays s'organisent pour être en sécurité et voir notre manière de faire les choses? Si cette manière de faire des choses peut nous sécuriser, eh bien nous serons comme eux. Mais nous n'arrivons pas à sécuriser notre pays alors qu'il y a des pays qui vivent en sécurité. Regardez notre façon de faire. Et regardez leur façon de faire. Parce qu'eux ont déjà atteint l'objectif, ils sont en sécurité. Et nous sommes en insécurité permanente. Je crois que je vais même faire un mémo que je vais écrire au président de la République. Ce serait une grosse erreur si nous passons encore du temps et les moyens que nous allons dépenser pour organiser un forum qui n'aura pour thème que régler le problème entre politiciens. C'est un échec. Non, avant, justement, honorable, c'est vrai, les Congolais veulent la paix. Ça c'est vrai, vous avez ici sur le plateau dit qu'il faudrait qu'on puisse réorganiser l'armée. Réorganiser l'armée, oui, mais ça prendra du temps. Mais pendant que le peuple a besoin de la paix, pourquoi ne pas négocier avec eux en attendant qu'on puisse réorganiser notre armée, restructurer l'armée? Moi, je ne voudrais pas. Question que ça porte d'abord une solution palliative. Non, vous avez beaucoup d'initiatives. Vous avez les prêtres qui ont également initié une voie. Il y a la diplomatie, mais nous avons la voie militaire. Ce qu'il faut, c'est que pendant cette période, nous devons continuer à défendre notre pays. Et nous devons financer la sécurité de notre pays. Et nous devons continuer à former des militaires. Mais nous devons commencer par mobiliser les militaires qui sont déjà formés. Moi, je ne vois pas aujourd'hui la RDC
mobilisés contre la guerre. Ok? Donc c'est ce que font le ministre. Jusque-là, il ne mobilise pas. Ce n'est pas mobilisateur. Vous pouvez aujourd'hui imaginer que nous sommes en guerre. Je vois des militaires qui surveillent tout à l'heure encore, j'étais chez Gégemat avant de venir ici. Je vois une dame qui descend et vient avec 2 militaires bien armés. Des militaires bien... vous pouvez imaginer ça, nous sommes en guerre. Est-ce que pendant la guerre, vous trouverez encore des militaires qui doivent... sécuriser les personnalités politiques? Non, vous ne pouvez pas. Nos militaires doivent être... Quand vous voulez mobiliser un peuple, ok? Eh bien, vous devez commencer par les professionnels de la sécurité. Le peuple viendra juste pour résoudre le problème. Ok? Parce que de toutes les façons, le peuple va vous donner encore davantage des main-d'œuvre militaires. Mais vous ne pouvez pas imaginer gagner cette guerre, c'est que beaucoup de militaires sont encore dans des bars. Nous sommes en guerre, madame. Vous pouvez imaginer ça? Il faut la mobilisation que nous voudrons, c'est que chaque chose que nous faisons, ok, doit avoir un lien avec ce qui se passe à l'Est. Si nous perdons ces provinces, oui, la RDC, eh bien, n'existera plus. Il faut absolument que nous puissions reprendre nos 2 provinces qu'on a, qui sont en insécurité aujourd'hui. Très bien, mais si vous excluez catégoriquement l'option de dialogue entre hommes politiques aussi, est-ce n'est pas rendre les choses encore un peu plus compliquées dans le sens où, prenons l'exemple de l'ancien chef de l'État qui se dirait peut-être être lésé au regard de tout le propos tenu à son égard, entre autres, c'est lui qui est en train de soutenir les M23, l'AFC, c'est lui qui est derrière les Mobondo. Alors, un dialogue de vérité autour de cette question leur permettra justement de se dire des vérités, de rectifier le tir. Voilà pourquoi nous nous proposons un format qui ne règle pas seulement la question de l'Est, parce que la question de l'Est est également liée à beaucoup d'autres questions. Si vous ne le réglez pas, le financement de notre armée va souffrir. Nous devons parler aussi de la gestion des moyens que nous avons. Ok? Vous avez aujourd'hui une répartition... Ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Si vous parlez de détournement de grosses sommes citées... Oui, mais vous avez facile... Nous avons facile à dépenser de l'argent lorsqu'il s'agit des questions où les bénéficiaires sont des hommes politiques. Ok? Le problème pour moi, ce n'est pas vraiment le président de la République. Le problème pour moi, c'est le Parlement, qui n'est pas honnête. Vous voyez, les députés se sont donnés, les sénateurs se sont donnés des moyens colossaux. Alors que le pays peine à payer les militaires. Donc nous devons changer pour régler les vrais problèmes de notre pays. Ce n'est pas en organisant un forum entre politiciens. Entre politiciens, c'est des gens qui vivent d'intérêt. Or, c'est ce qu'il faut arrêter. Nous devons avoir une répartition équitable et qui permette à ce que l'armée puisse avoir les moyens de sécuriser notre pays. La police doit avoir le moyen de sécuriser. Est-ce que vous savez combien la police de Kinshasa reçoit par mois pour sécuriser la ville? C'est de l'argent dérisoire. Alors que vous parlez de moyens, beaucoup de moyens que notre pays possède. Ces moyens vont où? C'est dans la poche des hommes politiques. Et ça, c'est une question qui... C'est depuis l'époque de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous agissons comme ça. Ce n'est pas une question d'actualité, ça a commencé depuis longtemps. Madame, vous pouvez imaginer que pendant la période de Mobutu, des gens qui ont pris des millions, sont des milliers, des millions de personnes qui sont partis avec cet argent ou à l'étranger. Vous volez ici, vous allez à l'étranger, et lorsque vous n'avez plus le pouvoir, on vous arrête, on vous prend des histoires. Comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Est-ce qu'il est mauvais de travailler honnêtement? Est-ce qu'honnêtement on ne peut pas s'enrichir? Alors, l'idée on va dire l'intensification de cette crise aujourd'hui est aussi due à l'initiative de vouloir changer ou réviser la Constitution? Bon, je ne sais pas si la guerre avait déjà débuté depuis un moment, mais c'est vrai que l'intensification est arrivée après cette proposition. Je ne sais pas si exactement ils ont
décidé, mais pour moi, leur objectif, c'était d'occuper l'Est du Congo. Vous devez savoir que Kagame veut avoir de l'influence sur ces deux provinces. Tout simplement parce qu'il y a des minéraux. Et vous devez savoir aujourd'hui que la réponse que nous devons donner à Kagame doit être adaptée à ses ambitions. Kagame aujourd'hui vient de perdre tous les soutiens au monde. Ce qui lui reste, c'est les minéraux du Congo. Donc, si nous ne nous préparons pas correctement, si nous ne nous préparons pas bien, le risque, c'est qu'il s'arme davantage avec le moyen qu'il prend chez nous. Et ce sera encore doublement une honte pour nous. Madame, aujourd'hui, la guerre que nous avons à l'Est, la pauvreté qui sévit dans notre pays, les désordres qu'il y a dans notre pays, ce n'est pas des choses que... Ce n'est pas interdit de le dire parce que nous le voyons. Ok? J'ai eu, malheureusement, à écrire à la Régie des eaux pendant 2 mois. Ok? Pendant 2 mois, non loin de Planète J en ville. Eh bien, vous avez une grosse fuite qu'un petit plombier de la cité peut colmater, mais pendant 2 mois, et cela a détruit toute la route. Personne n'était là pour... C'est cette faiblesse-là que nous avons, de toujours minimiser les choses, d'être léger devant des questions qui peuvent, même des petites questions, quand elles sont nombreuses, eh bien, elles posent un problème. Notre pays, quand vous regardez dans quelle province les choses se passent très bien. Alors Kabila déplore la mauvaise gouvernance. Moi, vous savez, ce n'est pas parce que de la bouche de votre ennemi peut sortir des vérités. Mais lui, il était président aussi, non? Ok? C'est très facile. Mais il était aussi président. À l'époque, on parlait aussi de l'inconscience des Congolais. Les détournements ne peuvent commencer aujourd'hui. Ok? Mais ici, ce que nous ne voulons pas, c'est que les uns et les autres s'affrontent inutilement, alors que l'ennemi là-bas est en train de s'installer. Alors que l'ennemi est en train de dormir paisiblement, il a pris une belle prise de province importante dans notre pays. Eh bien, nous sommes ici en train de nous accuser mutuellement et le pays s'affaiblit davantage. Ce que nous voulons, c'est de proposer un forum qui prend tout en compte, mais avec la population. Très bien. Et je vous dirai à la fin comment on organise un tel forum. D'accord. Honorable, c'est vrai, nous allons parler du développement, oui, mais vous avez ici dit que vous ne pensez pas que c'est le problème du changement de la Constitution qui aurait causé la recrudescence justement de la sécurité à l'Est. Mais parlons un peu de cette Constitution. Est-ce qu'elle est changeable? Non. À l'état actuel, la Constitution n'est pas changeable. C'était l'objectif d'ailleurs de l'époque. Moi, je vous parle, je suis un des géniteurs de cette Constitution. J'étais même le meilleur amendeur de cette Constitution. Vous étiez le meilleur amendeur? Ah, oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on doit changer avec 72 amendements. Félicitations. Mais est-ce qu'on peut changer quand même cette Constitution? Comme l'estimait Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, moi, je dois conseiller le président de la République la modification. Parce que c'est prévu. OK? Si vous voulez bien modifier, vous devez atteindre votre objectif. Ce texte-là, encore une fois de plus, je vous parle de ce texte. Ce texte a eu quoi comme caractéristique? C'est que nous avons pris en compte tous les textes existants. Parce que j'ai entendu pas mal de gens qui sont passés ici. Bon, c'est bien malheureux, beaucoup ont raconté des bêtises. Et ici, ce n'est pas... Moi, je ne flatte personne. Je suis là pour que nous puissions dire ce qui s'est réellement passé et pour éviter des erreurs qui risquent de nous conduire encore dans des choses que nous ne connaissons pas. La Constitution actuelle, ok, à l'époque, c'est vrai, les belligérants étaient parmi... Mais lorsque la question a été mise en délibération, c'est chacun d'entre nous qui a modifié ces textes.
et librement. Et nous avons travaillé sur cette question en congrès, les députés et les sénateurs. Nous avons réussi à mettre ce texte. Derrière chaque article, il y a une légende. Combien de jours nous avons mis pour discuter cet article et pourquoi nous avons choisi la version que vous avez. Mais le texte n'est pas, je ne dirais pas que c'est un texte exceptionnel, parce qu'il y a encore à l'époque. Et si vous lisez, vous regardez les images, j'ai demandé aux députés et aux sénateurs de nous mettre au travail, d'éviter la légèreté, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que nous avons approuvées, tout simplement parce que les gens voulaient absolument qu'on termine les travaux. Et j'avais pris la parole à l'époque pour leur dire, nous sommes là pour travailler. Ce texte que nous sommes en train d'approuver aujourd'hui, demain, ce sera l'objet de notre jugement. Vous voyez, il y a, c'est vrai, des choses qui sont, en tout cas, changeables, il y en a beaucoup. Et même un texte, eh bien, est évolutif. Vous devez vous adapter, évidemment, à la réalité de votre pays. Mais le texte avait comme caractéristique, c'est que nous avions verrouillé le texte pour qu'il ne soit pas changeable. Vous voyez, parce que lisez le préambule, vous verrez que nous avons parlé de personnes qui peuvent prendre le pouvoir et qui peuvent s'amener à changer la Constitution. Ok? Uniquement pour leur intérêt. Je ne dis pas que c'est le cas du président de la République. Et d'ailleurs, le président de la République parlait d'une réflexion. Vous voyez? Il parlait d'une réflexion si c'est le changement ou c'est la modification. Mais est-ce que estimez-vous qu'il y a eu ou il y aurait eu ces textes-là ou dispositions, on va dire, qui ont un tout petit peu handicapé le beau fonctionnement de l'État durant le régime du président Félix? D'abord, vous devez savoir qu'un texte, pour que vous puissiez juger un texte, vous devez d'abord l'appliquer. Beaucoup de choses, nous les Congolais, nous ne le faisons pas. Vous voyez, nous parlons de la Constitution, mais qui a vraiment dans sa tête la Constitution chaque jour dans sa tête? Si vous voulez, le texte doit être respecté pour que vous puissiez voir son efficacité. Déjà que nous-mêmes, Congolais, depuis l'époque où nous l'avons approuvé, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'époque de l'ancien régime, eh bien, nous avons toujours... Et ce n'est pas un secret. Beaucoup de fois, nous piétinons ce texte. Nous, les Congolais, nous sommes responsables devant Dieu, ok, de ce que nous faisons de notre pays. Sortez d'ici pour voir que vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a un bourgmestre dans cette commune? Je vous dis, pendant 6 mois, l'eau a coulé. Et vous avez aujourd'hui, quand vous allez chez Money Shop, ok, ce n'est même pas une fuite d'eau. C'est tout simple, l'eau qui n'est pas bien canalisée et qui rentre dans l'eau, une route en béton est en train de disparaître. Et personne n'y réagit. Vous voyez? C'est là que je me dis que le bon fonctionnement d'un État ne peut pas permettre. Et c'est comme ça que je vous dis qu'il est inutile d'organiser une conférence qui ne prend en compte que les aspirations des hommes politiques. Ce serait une erreur terrible. Vous voyez? Si nous arrêtons là, c'est comme ça que beaucoup de gens disent de nous, nous sommes des imbéciles, tout simplement parce que nous sommes bénis d'avoir un pays. Est-ce que vous savez, quand vous parlez de la partie que nous sommes en train de nous disputer avec les Rwandais, mais c'est la partie la plus belle de notre pays. Moi, j'ai été consultant de Soko. Je suis allé plusieurs fois quand vous parlez de Nyakakoma, Vichumbi. C'est des endroits exceptionnellement belles. Vous êtes dans le parc de Virunga, où vous avez des endroits où, en tout cas au monde, ça n'existe pas. Mais nous sommes en train de le perdre parce que des Congolais ont choisi
de faire la guerre à leur pays, leur propre pays. Et des milliers de personnes, des millions sont tombés. Aujourd'hui, c'est des milliers qui s'ajoutent aux millions qui sont déjà tombés uniquement parce qu'aujourd'hui, Nanga peut avoir des millions de dollars qu'il recherchait, mais à la fin, un jour, il disparaît. Tout ce qu'il aura fait aujourd'hui n'aura servi à rien du tout. Réfléchissons avant de prendre des décisions. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, comme Congolais, nous devons nous interdire des décisions légères prises juste parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps. Nous devons nous mettre au travail et ressortir à chaque fois le meilleur de nous. Vous voyez? Nous proposons la conférence parce qu'elle doit prendre en compte tous les aspects de notre pays, pour une fois. Et si le président Félix peut nous donner cette occasion, moi, je le louerai. Comment ça va se faire, cette conférence-là? Madame, voilà, en quelques lignes, parce que je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps. Exactement. Ok? Le président doit convoquer la conférence nationale sur la reconstruction, le développement et la paix. Pourquoi? La paix, elle est troublée dans notre pays. Ok? Mais économiquement parlant, nous sommes pauvres aujourd'hui dans un état potentiellement très riche. Socialement, nous sommes par terre. Sur le plan organisationnel, nous ne pouvons même pas parler. Et donc, c'est comme ça que pour refonder, et je crois que si le président Tshisekedi me suit, ce sera le plus grand héritage qu'il laisserait à ce pays, que nous puissions un jour avoir un plan de développement de 30 ans. Et ça réduirait de 30 ans. Oui, ça réduirait même les disputes que nous avons tous les jours. Pourquoi? Nous allons démarrer avec la société civile. Ensemble, nous devons commencer par faire un état de lieu de chaque secteur. Ok? Tous les secteurs dans notre pays doivent organiser des mini-conférences pour que nous puissions avoir un état de lieu, 2, identifier les projets, et 3, l'établissement des besoins de la population. Et tous ces secteurs doivent se retrouver au territoire pour qu'un rapport final soit fait et ensemble, avec les délégués qui viendraient de tous les secteurs, ok, on se retrouve au chef-lieu de la province où nous allons, eh bien, faire la fusion de tous les travaux qui viendraient de chaque territoire pour que nous puissions en faire un plan de chaque province. Et à Kinshasa, nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Nous allons faire la conférence à Kinshasa où toutes les provinces viennent avec leur programme déjà préparé. La somme de tout ce plan, ok, ce sera un état de lieu général de notre pays. Ce sera une identification des projets général de notre pays. Ce sera un établissement de besoins général de ce pays. Vous mettez un comité de professeurs qui vous réalise, ok, sur base des données que même le ministère de plan ne peut pas avoir. Mais quelle est la différence? C'est que le peuple aura participé. Le pays va vivre autrement. Je vous donne un exemple. Si le peuple prend une décision, si le peuple adhère à une voie, admettons quelque chose de simple, de ne plus jeter des bouteilles sur la rue, vous verrez une ville très propre. Nous étions dernièrement au Ghana avec le président, avec le gouverneur de la ville. Mais nous étions surpris de voir que le Ghanéen, tu ne verrais même pas un papier. Alors qu'ici, chaque jour, je dois intervenir pour dire, monsieur, vous avez jeté une bouteille sur la route, comment pouvez-vous... Mais c'est tout le monde qui le fait. Laissez ces ordures... Alors, sur le principe, aucun pays ne peut se développer si vous ne pouvez même pas être capable de gérer vos ordures. Parce que le développement est difficile à organiser. Prend beaucoup de temps. Des choses plus légères. Si nous ne sommes pas capables, ok, de ramasser nos ordures, d'éviter de jeter nos ordures dans la rue, et bien d'ailleurs, j'en profite. Vous connaissez l'immeuble Sanache, ici sur le boulevard. Ok? Je vais vous étonner, c'est que vous pouvez y aller aujourd'hui. Hein? Vous pouvez aller là maintenant. C'est depuis des années, eh bien,
les faux sceptiques de tous ces immeubles, c'est le boulevard. Okay. Vous pouvez imaginer, nous sommes au 3e millénaire. Le faux sceptique de tous les immeubles. Ça passe par la canalisation que nous avons. Et ça a débordé depuis des mois. Il n'y a personne qui réagit. Ce peuple qui voit et qui ne fait rien. C'est des choses qui doivent nous réveiller. Si nous sommes infidèles dans des petites choses, même pour notre pays, nous le serons. Ok? Vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, on peut avoir une épidémie dans la ville. Parce que vos excréments, vous les rejetez dans les canalisations publiques. J'ai appelé le DG de la gestion des ordures, je lui ai dit, c'est une des premières choses que nous devons faire. D'abord, arrêter que ces immeubles-là rejettent leurs déchets dans la rue. Ce n'est pas normal. Mais ici, à Kinshasa, c'est devenu courant. Dans mon avenue, ok, il y a un immeuble qui rejette ses eaux derrière sa parcelle, et bien que ça rentre dans cette parcelle, ça atterrit dans notre parcelle, et de notre parcelle, l'avenue a été totalement abîmée. Des millions de dollars, ok, ont été dépensés pour faire cette route. Mais nous le perdons uniquement parce que le monsieur n'a pas trouvé un endroit pour rejeter ses eaux. C'est très grave. Est-ce qu'on pourra dire qu'il y a un manque d'autorité de l'État sur cette question? Mais nous avons même un programme qui voudrait que nous puissions rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. L'établir parce qu'aujourd'hui, il y a des pans de notre... Madame, pendant la campagne, nous sommes arrivés à la frontière de l'Angola. Je suis en Panga. Vous serez étonné de voir que c'est une partie oubliée. Oubliée. Je vous parle, nous sommes en 2006. Ok? On a prévu dans le budget de l'État de l'argent pour faire la route de Kimpangu. Jusqu'aujourd'hui, l'argent a disparu. Personne n'en parle. Nous sommes en 2006. Et ces genres de choses sont tellement courantes qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Vous voyez? Venir ici, moi, je vous dis, le président de la République et moi, nous nous connaissons depuis notre enfance. Donc je suis celui qui ne peut pas l'insulter, parce que nous nous connaissons. Mais je dois lui parler honnêtement, si je l'aime réellement. Ok? Mais les gens... dire de vérité. Mais il faut savoir dire la vérité, c'est quelque chose qui sauve. Ok? Le président de la République, vous voyez par exemple, la question des infrastructures à l'intérieur du pays. On doit continuer les programmes des 145 territoires. Mais ce programme, peut-être qu'il a concerné les infrastructures. Moi, je vais lui proposer que nous puissions investir, parce que ça aussi, c'est une question. Les Congolais attendent que les étrangers viennent investir. Nous sommes à 115 millions ou 110 millions de Congolais. Combien d'étrangers viendraient ici investir de l'argent si nous-mêmes, nous ne savons pas investir dans notre pays? Okay? Et vous vous plaignez tout le temps que ce sont des Indiens, ce sont des Pakistanais, des Libanais qui... mais comment sont-ils arrivés? Parce que nous-mêmes, nous ne versons pas de l'argent dans la caisse d'investissement. Nous n'investissons pas. Et les provinces reçoivent également de l'argent pour investir. Mais il n'y a aucune province qui investit. Pourquoi? Parce que vous avez l'aisance d'attendre que les gens viennent. Combien de personnes sont arrivées cette année? Si réellement, c'est une très bonne politique. Merci. Vous voyez, ce sera une occasion pour que nous puissions nous retrouver, pour que tous les Congolais se mettent une fois ensemble pour résoudre réellement leurs problèmes. Merci. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez avoir quelles conséquences? C'est que vous allez produire un plan où vous avez identifié les projets,
de développement, un plan, vous avez identifié, vous avez établi les besoins de la population après un état des lieux, mais vous aurez quoi comme conséquence? C'est que vous tous, vous avez participé à l'élaboration de ces travaux. Année par année, vous aurez des objectifs à atteindre. Vous pouvez dire qu'en 2030, nous serons à tel niveau. Mais pire que ça, c'est que vous n'aurez plus besoin d'un président qui vient avec un plan qui ne pourrait pas résoudre le problème. Kabila est passé 2 fois président. Il avait aussi un programme. Est-ce que ce programme a permis à ce que nous puissions nous développer? Rien. La première année, le premier mandat du président Tshisekedi n'a pas permis que nous puissions résoudre le problème. Ok? Le deuxième, il est commençant, mais il ne pourra pas résoudre le problème si vous ne le prenez pas dans sa globalité. Le problème est sérieusement important. Si vous voulez le prendre à ce moment-là, on jugera le président de la République en fonction de sa capacité de pouvoir exécuter le plan que nous nous sommes mis ensemble pour le produire. Vous aurez moins de disputes parce que le plan et le programme de chaque année, ce sera quelque chose de déjà préparé par l'ensemble du pays. Vous allez avoir un pays en paix. Vous voyez? Et même si vous avez des divergences, comme nous avons aujourd'hui les Nanga et consorts qui ont cherché à faire tomber l'État congolais, eh bien, notre pays, ce sera l'occasion que nous puissions nous dire des vérités qui permettraient à ce que nous puissions éviter dans l'avenir ce genre de choses. Mais quel autre forum que vous pouvez organiser qui pourrait résoudre les problèmes de l'économie, le problème social de notre pays, les problèmes de la sécurité, les problèmes économiques, les problèmes des infrastructures? Vous ne saurez pas. Là, quand vous allez vous rencontrer, vous n'allez parler que de l'organisation d'un gouvernement. Très bien. Alors, messieurs, dames, c'était justement le sénateur honoraire José Lungwana Mbelo. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Je rappelle qu'il est expert en développement, consultant international et membre au sein du parti AVC. Alors, cette émission est pratiquement arrivée à sa fin. Sénateur, étant que ami du président Félix-Antoine Tshisekedi, êtes-vous satisfait de sa gestion? Non, tous les Congolais. Et d'ailleurs, la satisfaction, c'est un rêve que vous ne pouvez pas caresser. Parce que même si aujourd'hui... Mais quand on parle du développement, la définition du développement aujourd'hui, vous pouvez prendre, on peut dire, c'est un passage d'un État beaucoup plus élaboré. Mais la meilleure façon de pouvoir définir le développement, c'est la satisfaction de besoins de la population. Un président peut satisfaire les populations pendant un temps, mais dans un certain nombre de domaines. Mais c'est possible. Mais vous ne saurez pas satisfaire totalement un peuple. Mais si vous donnez à ce peuple la possibilité d'agir, eh bien, la population va tout justifier. C'est ça qui permet le développement. Merci. Alors, vous avez dit, vous êtes l'ami du président, mais est-ce qu'il écoute également de conseils? Bon, je crois que moi, je ne travaille pas directement avec lui. Mais quand vous étiez amis je suis jeune, aujourd'hui, le président, c'est vrai. Le président et moi, vous le connaissez quand même bien. Mais très bien. D'abord, nous nous connaissons depuis l'école. Ouais. Et puis, nous nous connaissons, nous avons grandi ensemble, même en Europe. Nous nous connaissons très bien. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et c'est peut-être là que les Congolais profitent de lui. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime les gens. Et il aime le foot, c'est très bien. Mais quand vous... Il aime le foot, vous confirmez. Mais c'était un grand gardien. Moi, j'étais celui qui a beaucoup marqué contre lui. Oh. Mais il était notre gardien quand on jouait avec d'autres personnes. C'est un témoignage. Mais je peux vous organiser énormément de témoignages de nous qui avons vécu avec lui. Okay. Vous savez, aujourd'hui, le voir aujourd'hui au pouvoir, par rapport à ce que nous avons vécu, c'est 2 mondes différents. Ok? Nous avons juré de lui dire à chaque fois la vérité. Parce que pour nous,
c'est une opportunité d'avoir un ami qui atteint ce niveau-là. OK? Donc, je ne pourrais jamais aller l'insulter, c'est surtout sur un plateau comme beaucoup de gens le font et que je trouve ça malheureux. Si vous ne respectez pas votre président, comment vous voulez que les étrangers respectent votre pays? Alors, votre ami, oui, mais du point de vue compétence d'abord, vous le jugez comment? Bon, tu sais, le président de la République travaille avec des gens. OK? Mais lui-même d'abord, lui-même, je crois que nous tous, moi je ne peux pas les juger, mais moi je pense que jusque-là, il a fait correctement le travail, sauf tout simplement que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas fait ce qu'un président doit faire pour développer son pays. Qu'est-ce qu'un président doit faire? Qu'est-ce qui lui manque? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ici, on n'a pas une politique pour développer notre pays. Quelle est la politique publique qui englobe les solutions qui doivent être adoptées pour que nous puissions développer ce pays? Alors, vous ne l'avez pas encore. Et cette politique ne se rapproche pas à la compétence ou l'incompétence? Non, ça, ce n'est pas une question de compétence. Peut-être qu'il n'est pas au courant. OK? Mais nous lui disons parce que le pays nous appartient tous. S'il n'est pas le seul à réfléchir. Tout ce que nous avons dit ici, c'est notre réflexion, c'est notre contribution pour que demain, le Congo soit mieux élaboré. Vous avez évoqué manque de politique, oui. Est-ce que vous regrettez de toutes les promesses du chef de l'État? Je ferai la RDC, l'Allemagne d'Afrique, je ferai ceci, je ferai cela, pendant qu'il n'y a pas de politique publique. Vous savez, en cette période, on doit s'interdire de poser des actes qui devraient davantage nous séparer. Et moi, je vois des gens qui passent. Vous savez, je suis beaucoup votre chaîne. Merci. Je vois beaucoup de gens qui passent ici. Le respect que nous avons de nos parents, OK, doit nous interdire de passer à la télé et de commencer à insulter. Nous avons discuté ici. Est-ce que vous avez vu une minute que je puisse insulter quelqu'un? Non. Mais je dois dire des choses telles que moi, je le connais. Donc, tu ne peux pas inventer ou dire des choses pour que quelqu'un d'autre soit vexé. Moi, j'ai connu le président de la République dans un contexte où nous étions des amis, où nous étions jeunes. Il n'avait pas des options politiques. J'ai connu pour la première fois le président Tshisekedi de l'UDPS, le papa qui est décédé. Je l'ai connu en tant que papa de mon ami qui était en internat. Nous étions en internat. Maman Marthe, je l'ai connue. J'étais jeune. C'est notre moment. Et donc, vous ne pouvez pas insulter que demain, vous soyez des amis. C'est pas bien. Et que même les gens qui... Même moi, si j'étais de l'opposition, je ne me permettrais jamais d'insulter. Mes parents ne m'ont pas appris à faire ce genre de choses. Vous voyez, aujourd'hui, le président de la République, OK, a eu beaucoup d'amis au départ autour de lui. Il les a congédiés. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris que c'était une opportunité que le président leur avait donnée pour servir leur pays. Mais ils ont peut-être loupé l'opportunité. Moi, je suis celui qui pense Congo du matin jusqu'au soir. Merci beaucoup. Alors, cette émission est complètement terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'honorable Josué. Merci d'avoir répondu aux différentes questions. Merci pour vos analyses pertinentes. Alors, merci également à mon co-présentateur de ce jour, Nathan Kionza, d'avoir co-présenté justement cette émission. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci à notre invité. Et merci également à ceux qui nous ont suivis. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je serai là si vous m'invitez, même la semaine prochaine. Je viendrai. Nous pouvons parler d'autres choses. Il n'y a pas que la politique. On peut parler du football. On peut parler d'autres choses. Vous voyez? Très bien. Mais moi, je suis heureux d'avoir été invité. Et j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. C'était justement l'édition spéciale. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions avec de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête à toutes, enfin, des droits des femmes. Il y a cette incise-là à toutes les femmes.
du monde. Nos pensées sont tournées aujourd'hui à ces femmes victimes des atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au revoir.